Au milieu du lac Victoria, entouré d'eau trouble et d'un ciel changeant, flotte un rocher habité qui n'apparaît ni sur les brochures ni sur les cartes touristiques. Il s'appelle Migingo, mais il pourrait aussi bien ne pas avoir de nom. De loin, on dirait une erreur. Un rocher couvert de toits rouillés, une fumée constante et des corps qui bougent sans cesse. Personne ne sait combien de personnes y vivent, ni depuis combien de temps. Ici, tout semble improvisé, mais rien n'échappe au contrôle. La vie n'est pas organisée, il s'agit de survivre. Ce qui se passe à Migingo est rarement rapporté, et ce qui est rapporté est presque jamais cru. Que cache ce minuscule rocher qui pousse tant de gens à rester plus longtemps que prévu? Bienvenue à Mandar. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Commençons. Quand Migingo n'était qu'un rocher. Pendant des années, ce rocher au milieu du lac resta là, entouré d'eau et de vent, sans que les pêcheurs ne s'y arrêtent. Certains passaient au loin, d'autres changeaient de route. On signalait des bruits, des mouvements étranges et des lumières inexpliquées, et cela suffisait à maintenir les bateaux en route. Pas de toit, aucune trace d'occupation humaine. Juste des rochers mouillés, le passage des mouettes et les vagues. Au début des années 1990, un groupe explorant de nouveaux endroits pour lancer ses filets s'y rendit par pure nécessité. N'ayant guère d'autre choix, ils tentèrent leur chance. Ce qu'ils attrapèrent ce jour-là était inattendu. De grosses perches, à la chair ferme et à la belle couleur, comme ils n'en avaient pas vu depuis longtemps. Ils recommencèrent l'expédition. Ils revinrent le lendemain. La nouvelle se répandit rapidement parmi ceux qui avaient déjà épuisé les autres endroits. Des bateaux commencèrent à apparaître de différentes rives. Les premiers arrivèrent avec de vieux moteurs, des bâches déchirées et presque sans provisions. Ils jetèrent le filet et la prise répondit. Les résultats montrèrent clairement que l'endroit en valait la peine. Bientôt, quelqu'un attacha un tissu entre les rochers. Un autre cuisinait sur une boîte de conserve. Un troisième dormait sur des sacs dans un coin ombragé. Ils commencèrent à délimiter les espaces avec des cordes, des branches sèches ou des sacs à dos mouillés. Tout ce qui était plat était acceptable. Chaque jour amenait de plus en plus de monde. Certains venaient seuls, d'autres en groupe. Ils apportaient de la nourriture conservée dans des boîtes de conserve, des glacières, des bidons d'essence recyclés. Chacun trouvait sa place, installait quelque chose avec ce qu'il trouvait, et s'il n'y avait pas moyen, il dormait dans le bateau, sur le bois humide. Les bateaux formaient une sorte de clôture autour du rocher. Ils parlaient des langues différentes, mais tous cherchaient la même chose. Bientôt, les échanges commencèrent. Certains apportèrent du savon et l'offrirent en échange de poissons. D'autres apportèrent de la glace enveloppée dans des couvertures ou des clous rouillés pour fixer les planches. Le troc se fit spontanément, sans règles ni registre, main dans la main. Des produits contre de la nourriture. Les zones plates étaient remplies de petits tas d'objets utiles. Tout ce qui était utile était offert. Lorsque les espaces secs se faisaient rares, certains choisissaient d'installer des plateformes sur l'eau. Ils attachèrent des planches à des fûts vides, coincèrent des perches dans des crevasses et construisaient des surfaces flottantes qui pouvaient à peine contenir une bâche. Des cordes étaient entrecroisées, des couteaux cachés sous des rochers, des sacs à dos suspendus à des clous et des feux allumés dans les coins où le vent soufflait moins fort. Le bruit devint constant. Moteurs, cris, coups secs. Le rythme s'installa sans interruption. Les filets étaient jetés avant l'aube. Ils étaient remontés alors que le ciel était encore sombre. Ils étaient coupés, nettoyés, suspendus au soleil. Toute la journée était mouvement. Rien n'était écrit, aucune note. La pierre, autrefois vide, contenait maintenant des corps, des lames, des cordes et de la fumée toute la journée. Une journée sans repos. Bien avant que le ciel ne commence à se dégager, on entend déjà le bruit des moteurs en marche et des hommes vérifiant leurs filets. Tandis que d'autres finissent les dernières coupes avec des couteaux mouillés sur des tables inclinées, faites de chutes de bois, dans un environnement où l'humidité du lac se mêle à la fumée qui s'échappe des marmites abîmées posées sur des pierres chaudes.
Les bateaux, amarrés autant que possible, sont si serrés les uns contre les autres que les corps se déplacent entre le plastique froissé et les bâches humides sans beaucoup d'espace pour manœuvrer, tandis que certains cuisinent debout sur des plateformes flottantes et d'autres dorment la tête posée sur des sacs à dos suspendus à des clous rouillés. Chaque mètre carré a sa fonction, et il n'y a pas de repos s'il reste quelque chose à déplacer, à couper ou à vendre. Les structures sont érigées comme elles peuvent. Certaines combinent des branches avec des tôles rouillées, d'autres utilisent des fûts vides comme support pour des planches humides qui tiennent à peine sur une bâche pliée. Ce qui ne convient pas pour dormir sert à attacher, suspendre, couvrir ou délimiter un espace. Le yeux entoure chaque recoin et tout ce qui ne flotte pas tremble à chaque pas. Entre des passages étroits, à peine assez grands pour un homme portant une boîte ou un filet enroulé, circulent des seaux de glace, des steaks fraîchement coupés, des plateaux improvisés faits de couvercles de fûts et des moteurs démontés traînés dans des flaques sombres. Le sol n'est jamais sec. Il marche sur un épais mélange d'écailles, de graisse, de boue et de vieille essence. Personne ne s'arrête pour nettoyer. Seul ce qui leur barre le passage bouge. La séquence de travail se poursuit sans interruption visible. Un groupe lance les filets, un autre coupe, un autre emballe ce qu'ils ont ramassé. Ils crient pour coordonner leurs mouvements, répondent par des phrases courtes et discutent sans détour. Parfois, les corps se bousculent violemment, mais tout se remet en place sans grandes conséquences. Ceux qui n'accélèrent pas sont laissés pour compte, et chaque conteneur rempli avant le suivant est un avantage à conserver. Les plus petits bateaux partent tôt, contournent les abords de l'îlot et explorent les courants qu'ils connaissent déjà. Ils partent seuls ou à deux. À leur retour, les produits sont triés, séchés, pesés ou échangés. Pas le temps de réfléchir. On offre ce qui est disponible, on se procure ce qui manque. L'ordre est maintenu au rythme. Le premier à revenir avec un bon résultat fixe le prix de la journée. Après utilisation, les filets sont tendus sur des cadres bancals construits avec des lattes déformées et des hameçons de fortune. Les poissons sont exposés au soleil sans protection. Si le vent fait tomber un poisson à l'eau, rien n'est interrompu. Chaque seconde est mesurée par la distance que le travail peut parcourir. Les mains continuent de bouger, même avec des plaies ouvertes ou les yeux mi-clos par la fièvre. Un épais mélange d'odeurs flotte dans l'air, recouvrant tout. Le sel séché des filets, la fumée du bois humide, le combustible répandu dans les recoins non aérés. Certains se couvrent le visage de chiffons sales, d'autres marchent comme si l'odeur faisait partie intégrante de leur corps. Le jour, la chaleur monte jusqu'à ce que le métal des murs devienne intouchable. La nuit, les vêtements mouillés collent à la peau comme une seconde peau froide. À l'intérieur des structures, les rares biens sont entreposés dans des seaux couverts. Lampes de poche faibles, pilules enveloppées dans du tissu, vieux postes de radio ficelés, bilets humides cachés sous des vêtements sales. Le sommeil se fait par roulement irrégulier. Certains utilisent des filets pliés et secs comme lit. D'autres calent du carton entre les planches pour empêcher l'eau de s'accumuler. Les jambes dépassent. Les têtes reposent là où elles ne dérangeront pas les autres. Frontières invisibles, paiements inévitables. Sur l'île, des zones opérant sous différents commandements sont identifiées. Bien qu'il n'y ait ni marquage ni limite visibles au sol, ceux qui arrivent comprennent, grâce à la présence de certains hommes en uniforme, quelle zone chaque groupe surveille, qui demande des informations, qui facture l'accès et quelles conditions chaque section de travail impose, tout cela en fonction de qui se tient près des structures ou se déplace librement parmi les filets. Lorsque le nombre de pêcheurs a commencé à augmenter régulièrement, un groupe de représentants ougandais est arrivé avec des armes visibles, s'est posté dans des zones surélevées pour surveiller les mouvements des bateaux et a commencé à demander des informations à ceux qui souhaitaient opérer. Origine, quantité capturée, type de moteur, le tout accompagné de tarifs variables, délivrés sans papier ni enregistrement, en espèces et parfois sous forme de produits. Certains le faisaient avant de commencer, d'autres à la fin,
Mais bientôt, tout le monde a compris que, pour pêcher en toute sécurité, il fallait se conformer. Quelques jours plus tard, un autre groupe a été envoyé du Kenya, non armé mais portant des uniformes administratifs et des documents tamponnés. Ils demandaient également des informations, vérifiaient les filets, observaient les moteurs et enregistraient leur présence tout en déclarant que le terrain était sous leur juridiction. Il arrivait alors que des pêcheurs répondent de la même manière à 2 commandants différents, payant 2 fois pour lancer un filet ou laissant une partie de leur cargaison aux mains de fonctionnaires qui demandaient de l'aide pour continuer. Certains, pour éviter d'être pris entre 2 feux, préparaient des doubles documents, hissaient plusieurs pavillons sur leur bateau ou évitaient de mentionner leur origine jusqu'à ce qu'ils comprennent quel groupe dominait ce jour-là. La routine s'adaptait au rythme de ces changements, où l'important était de pêcher sans interruption, même si cela impliquait de renoncer à une partie de ses revenus avant de mettre les pieds à l'eau. Les hommes armés patrouillaient dans les couloirs et les plateformes, inspectaient les moteurs, demandaient des papiers d'identité plastifiés, prenaient des notes dans des carnets volants et, si quelque chose n'allait pas, gardaient une partie du produit. Les inspections ne suivaient aucun calendrier fixe ni aucune logique apparente, parfois rapide, parfois plus exigeante. Ceux qui ne coopéraient pas se retrouvaient sans tour ou perdaient l'espace nécessaire pour faire sécher leur récolte. Il est arrivé que certains soient transportés de l'autre côté du lac vers des points de détention, interrogés dans des installations officielles, puis renvoyés sans explication ni compensation. Après ces incidents, la plupart des travailleurs ont commencé à se déplacer avec plus de prudence, réduisant les questions, ne répondant qu'au nécessaire et accédant aux demandes, même s'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi ni par qui. Dans certaines zones, les opérations nécessitent de s'entretenir d'abord avec ceux qui connaissent le flux, ceux qui ont longtemps observé qui est payé, quand et dans quelles conditions. En échange d'une part de la cargaison, ces intermédiaires assurent un passage sans retard, donnent des instructions claires et facilitent l'accès aux espaces où le travail peut être effectué avec moins d'obstacles. L'efficacité est préservée car chacun cherche à éviter les interruptions. À chaque arrivée de marchandises, ils analysent non seulement la météo, mais aussi le nombre de points de contrôle entre leur bateau et la zone où ils prévoient de découper ou de peser la prise. Sur de courts trajets, plusieurs filtres peuvent être utilisés, chacun avec son propre style. Certains posent des questions à voix basse, d'autres vérifient sans parler. L'essentiel est de savoir quoi dire, quand montrer les filets et comment se déplacer sans éveiller les soupçons. Parfois, des groupes officiels débarquent, marchent quelques mètres, enregistrent, prennent des notes et repartent. Ils promettent de rapporter leurs observations, mais la routine quotidienne reste la même. Personne n'attend de réponse. Durant ces visites, les pêcheurs restent occupés, réfléchissent attentivement à ce qu'ils disent et continuent de travailler comme d'habitude. Vivre entre boîtes de conserve et chaleur étouffante. Sur l'île, le transit s'effectue entre des espaces étroits formés de murs de tôle, de fûts découpés et de matériaux empilés les uns sur les autres sans aucune logique, au sein d'une structure de fortune où chaque recoin occupé est maintenu par les moyens du bord. Des tuyaux pliés aux morceaux de bois récupérés sur des bateaux abandonnés. Les habitations sont si serrées les unes contre les autres que certaines partagent le même mur de planches rouillées. D'autres reposent sur des fûts fixés avec de vieux clous, et d'autres encore flottent au bord de l'eau sur des plateformes assemblées à coups de marteau, tandis que le vent fouette les bâches, plie les toits et fait craquer les joints mal maintenus par les pierres, ou les vieilles cordes posées pour empêcher les structures de s'effondrer. Chaque espace clos offre juste assez de place pour dormir, ranger quelques affaires et se protéger du soleil pendant la journée. Les corps gisent sur des cartons, des nattes sales ou des filets pliés et secs, accompagnés d'un pot cassé, d'une boîte en plastique servant de compartiment et d'une corde à linge pour sécher le linge mouillé. Les plafonds sont si bas que beaucoup se baissent pour entrer, et des couvertures effilochées recouvrent les entrées. L'après-midi, la chaleur accumulée dans le métal persiste pendant des heures. Les draps restent chauds, même au coucher du soleil. Si l'air reste immobile, le sol accumule des flaques de graisse, de tartre, de restes de nourriture et d'urine éparpillées entre les fissures non scellées,
obligeant les gens à marcher sur des planches détachées ou des cartons humides placés là pour éviter de marcher directement dans la boue. L'espace cuisine, loin d'être séparé, est aménagé entre les couloirs où certains déposent des pierres, des boîtes de conserve ouvertes et des marmites brûlées. Ils les utilisent avec du bois humide ou du vieux charbon de bois pour faire bouillir de l'eau ou frire des steaks dans de l'huile ayant déjà servi, tandis que la fumée s'accumule sous les couvertures, noircit les murs et se mêle aux odeurs déjà perceptibles dès le premier pas entre les structures. L'eau consommée arrive dans des récipients apportés du continent et transportée dans des fûts réutilisés, partagés entre connaissances ou chauffés sur des braises avant d'être stockés dans des bouteilles au couvercle déformé. Quand personne n'en apporte, ils utilisent l'eau du lac, filtrée à travers des tissus déchirés ou bouillie dans des marmites noires, pour boire ou préparer la nourriture distribuée au hasard. Les toilettes ne sont pas des espaces clos ou protégés, mais plutôt des cabines faites de sacs épais et de branches croisées, situées en bordure, sur des planches qui dépassent à peine du sol. Si certains installent des rideaux en plastique pour se protéger, d'autres se contentent d'utiliser l'espace ouvert, leurs déchets étant emportés par le courant ou ramenés par les vagues qui s'écrasent à proximité lors des nuits les plus agitées. Les objets devenus inutiles s'entassent dans les recoins les moins fréquentés, où bouteilles fêlées, bâches brûlées, morceaux de corde, chaussures abîmées, cartons mouillés et restes de nourriture se mêlent aux détritus accumulés depuis des jours. Pour dégager le passage ou libérer de l'espace, certains allument des feux et laissent la fumée emporter ce qui reste, se couvrant de vieux chiffons en attendant que le vent chasse l'épais nuage. Comme il n'y a plus d'espace horizontal, beaucoup commencent à placer des choses sur les toits, où ils construisent des plateformes pour sécher le poisson ou pour suspendre le linge mouillé, en les soutenant avec des cordes croisées tendues entre les cabanes, tandis que ceux qui marchent en dessous calculent soigneusement leur position pour ne pas s'enfoncer entre des zones fragiles ou marcher sur le seul espace libre de quelqu'un d'autre, car les erreurs se paient par des cris ou des bousculades. Quand l'alcool fait la loi, lorsque le soleil se couche, ceux qui reviennent avec leurs filets mouillés se promènent entre des structures penchées, tandis que d'autres allument des feux avec de vieilles braises. Certains sont assis, les vêtements mouillés et les mains pleines de billets pliés. Et la chaleur qui ne quitte jamais le sol rencontre l'épaisse vapeur d'huile chaude, tandis que des bouteilles sans étiquette, des vitraux et la musique diffusée par des radios attachées par du fil de fer commencent à apparaître. L'alcool circule entre des tables faites de fûts cassés, des bancs de fortune en bois humide et des hangars soutenus par des cordes torsadées, tandis que les vendeurs préparent des boissons aux concoctions fortes apportées du continent ou fabriquées sur l'île avec de l'alcool industriel, de l'eau d'origine douteuse et des arômes achetés au kilo, servis dans des tasses cassées ou des sacs qui changent de main sans poser de questions. Les voix s'élèvent entre des échanges de prises exagérées, de blagues grossières et de gestes brusques. Et lorsque quelqu'un se lève précipitamment, convaincu d'avoir été dupé, les corps autour de lui réagissent sans un mot. Ils se rapprochent, se crispent, et certains savent déjà qui va intervenir, comment stopper la situation, ou quand laisser la situation se calmer sans bouleverser complètement l'équilibre. Celui qui a le plus d'argent décide de la musique jouée, de la quantité partagée, et qui est inclus dans le cercle. Et à mesure que ce petit cercle se fait plus visible, les autres tentent de se fondre dans la masse en montrant ce qu'ils peuvent se permettre, car dans ce contexte, acheter sans regarder le prix est plus puissant que n'importe quel filet bondé. Et ceux qui boivent le plus sont ceux qui finissent par attirer l'attention sans avoir besoin de le dire. Au petit matin, alors que le bruit s'intensifie, les disputes s'enveniment jusqu'à ce qu'un groupe encercle le fauteur de trouble, lui demande de s'asseoir, le retienne fermement et lui applique une punition rapide avec tout ce qui se trouve à portée de main. Une corde, un bâton, une planche à découper, un câble enveloppé de chiffon, appliqué devant les personnes présentes, sans avertissement, sans autre procédure que la force directe. La personne qui porte le coup s'efforce de le faire durer le temps nécessaire, tandis que les observateurs restent silencieux, ne détournent pas le regard, n'expliquent pas ce qui se passe et ne réagissent pas après coup,
car tout ce processus fonctionne comme une forme de contrôle accepté par tous, où une réaction physique empêche le désordre de se propager le lendemain. Les femmes qui restent sur l'île après la tombée de la nuit se déplacent avec assurance parmi ces groupes. Certaines cuisinent sur leurs propres fourneaux, d'autres offrent à boire, d'autres encore font la lessive ou échangent des produits de première nécessité. Elles se positionnent à des endroits où elles surveillent qui s'approche, la quantité consommée et les intentions. Si elles détectent un geste inapproprié, elles avertissent d'un regard ou quittent les lieux sans faire de scène. Celles qui sont là depuis plus longtemps savent distinguer la provocation, l'ivresse et une menace réelle, et adaptent leur réaction à la situation, car celles qui les connaissent savent déjà que lorsqu'elles agissent, elles le font sans perdre de temps, ni appeler de renfort. Elles s'organisent, reconnaissent les groupes dangereux et décident quand rester, quand négocier ou quand partir rapidement. Certaines passent des accords personnels avec des hommes qui leur offrent argent, nourriture ou protection en échange de leur compagnie pendant quelques heures. Elles s'approchent, parlent à voix basse et repartent sans explication. Si la situation se complique, les personnes présentes décident d'intervenir ou de laisser la situation se dérouler comme n'importe quel conflit entre adultes. Des sanctions sans chef. Chez Migingo, les désaccords se règlent là où ils surviennent, par des décisions rapides qui ne s'appuient ni sur des documents, ni sur des hiérarchies, ni sur des règles visibles, mais sur des gestes compris par ceux qui y vivent depuis longtemps. Car ce qui détermine la manière d'agir face à un problème, c'est ce que chacun a vu à maintes reprises. Un homme qui se tient silencieusement devant les autres, un groupe qui se forme autour de la personne affectée, une voix qui s'élève juste avant que le désordre ne devienne incontrôlable. Ceux qui imposent l'ordre ne s'annoncent pas, ne portent pas de badge et n'utilisent pas une voix forte pour imposer le respect. Mais ceux qui ont été présents lors de situations complexes savent quand l'un d'eux approche, comment il se comporte lorsqu'il intervient et pourquoi sa présence suffit à dégager le passage, à étouffer les voix et à accepter les actions qui suivent sans grande résistance. La personne impliquée reste au centre de la scène. Ceux qui s'approchent posent de brèves questions, d'autres complètent les informations manquantes, et une fois que le groupe a compris le déroulement des événements, une décision est prise sans délai, sans opinion tranchée, et sans qu'il soit nécessaire de répéter ce qui a déjà été clarifié. Le résultat est appliqué immédiatement, sans consultation ni avertissement. Dans de nombreux cas, la réaction consiste en une correction physique appliquée avec les objets les plus proches, qu'il s'agisse d'un câble épais, d'une corde mouillée, d'un morceau de bois ou d'une perche récupérée d'un bateau démonté. 2 personnes maîtrisent l'agresseur, une troisième exécute la punition, et les autres observent en silence sans intervenir, sans demander d'explication, sans transformer la scène en spectacle. Une fois l'acte terminé, les corps se dispersent, chacun retourne dans son coin, et l'épisode est scellé par le groupe qui en a été témoin. Personne ne mentionne ce qui s'est passé, ni n'a besoin d'en discuter par la suite. Cette intervention suffit à faire passer le message. Une autre façon de réagir face à une personne qui crée une tension constante est de couper les liens nécessaires à la circulation sur l'île. On empêche cette personne de se faire servir à manger, de partager ses réseaux sociaux, de se voir refuser l'accès à certains couloirs ou zones de couchage, et les autres adaptent leurs gestes, leurs paroles et leurs postures chaque fois que sa présence perturbe la routine collective. Sans toucher, bousculer ou crier, ils parviennent à la faire partir. Certaines mettent des jours à comprendre que personne ne compte plus sur elles. D'autres le sentent dès le premier rejet. Et lorsqu'elles partent, la place vacante est occupée par quelqu'un d'autre sans permission ni cérémonie. Aucune figure centrale ne commande cela. Tout se construit à partir de ce que chacun interprète de l'environnement. Ceux qui savent observer lisent de l'atmosphère. Ceux qui comprennent les rythmes interviennent lorsque le ton monte. Et ceux qui ont vécu assez longtemps sur ces pierres savent bien faire la différence entre une tension maîtrisée et un problème incontrôlable. Chaque scène exige une réponse différente, et ceux qui sont à proximité la construisent sans plan préalable. Certaines femmes sont les premières à identifier ce qui va se passer. Ils disent juste ce qu'il faut, se souviennent des détails exacts,
désigne sans détour les personnes présentes, et cela suffit pour que les autres agissent. Ils n'ont pas besoin de répéter ce qu'ils ont vu. Quand l'un d'eux désigne du doigt, les autres complètent la scène sans hésitation. Leur parole devient le point d'ancrage de la prise de décision. Les nouveaux venus ne participent pas immédiatement. Ils passent les premiers jours à observer attentivement où sont placés les objets, comment s'allument les braises, quand une file se forme pour sécher le poisson, ou qui a la priorité à une intersection étroite. Pendant ce temps, chacun apprend quel geste anticipe une réaction, quelle phrase coupe court à une dispute, et quand il est temps de rester immobile. Le poisson qui soutient l'île. La perche. Chaque journée à Migingo commence par des hommes poussant des bateaux usés vers des zones de pêche qu'ils connaissent bien, transportant des filets noués avec des cordes de différentes couleurs, des moteurs assemblés avec des pièces usagées de différentes marques, des jerrycans à moitié remplis et des boîtes de fortune pour stocker leurs prises. Car le centre de toute l'activité sur ce rocher est le même depuis des années. La perche du Nil, un poisson à chair blanche qui fournit nourriture, glace, faveur, répare les pièces cassées ou envoie quelque chose au lointain. Les bateaux les plus rapides atteignent les endroits les plus convoités. Ceux qui ont le meilleur poisson fixent le prix et les autres ajustent leur chargement en fonction du volume. Car celui qui revient avec le poids parvient à vendre le plus rapidement possible, remporte le meilleur emplacement pour sécher le poisson et reçoit les morceaux de glace qui arrivent du continent en premier dans des sacs humides. Celui qui arrive le plus tard organise ce qui reste. Le poisson est organisé sans perdre de temps. Certains trinent par taille, d'autres nettoient les traces de sang avec l'eau récupérée au petit matin. Au même moment, des acheteurs apparaissent avec des boîtes rouillées, de vieux thermos et des sacs recyclés, se déplaçant parmi ceux qui proposent des filets entiers, de la viande coupée ou des morceaux entiers sur des plateaux en plastique. Les transactions ne nécessitent pas beaucoup de conversation. Ceux qui ont les plus grandes quantités reçoivent plus d'attention. Les autres attendent qu'on les regarde. Le voyage de ce poisson commence sur les bateaux, passe par des mains déjà formées à différencier chaque filet et se termine sur des bateaux plus grands, des motos équipées de caisses adaptées ou des intermédiaires qui l'emmènent vers des entrepôts frigorifiques situés plus loin, où les morceaux sont emballés sous plastique, marqués de dates récentes, puis expédiés dans des chaînes de distribution qui traversent des régions entières, même si ceux qui jettent les filets voient rarement ce qui se passe ensuite. La valeur ne dépend pas de l'effort fourni par le pêcheur sur l'eau, mais de l'utilité de ce qu'il a apporté ce jour-là. Ceux qui comprennent bien cette dynamique privilégient la conservation de leur prise, la négociation de la distribution et la sécurisation de la prochaine pêche. Ceux qui contrôlent les pièces détachées, le carburant ou les bateaux empruntés en conservent également une partie, car sans cet accès, personne ne peut sortir chercher quoi que ce soit. Sur l'île, nombreux sont ceux qui travaillent sans toucher l'eau. Certains cousent des filets, réparent des moteurs, prêtent de la glace ou permettent aux gens de remplir des bidons. Tous ces services sont payés en espèces ou en billets, rapidement dépensés en clous, cordes, couteaux, lampes de poche, piles, appâts, bottes ou tout ce qui est nécessaire pour assurer une pêche ininterrompue le lendemain. Chaque groupe décide de la répartition de ses prises. Certains donnent tout et reçoivent leur part plus tard, d'autres préfèrent être payés plus tôt, et certains achètent du matériel à plusieurs, partagent les coûts et même les bénéfices. Ces décisions changent d'un mois à l'autre, en fonction des erreurs commises, de la confiance entre collègues ou des résultats de la dernière pêche. L'argent est utilisé sans délai. Il est transformé en repas chauds, en outils, en morceaux de toile, en pièces manquantes ou en objets à expédier hors de l'île. Certains réservent une partie à leurs proches, d'autres l'utilisent pour des accords personnels. Économiser est rare. L'urgence du lendemain l'emporte toujours sur ce qui pourrait arriver plus tard. Les jours calmes, la tension se fait sentir sans parole. Il y a moins de bruit entre les bateaux, les disputes sur la taille des poissons se multiplient, les paiements sont retardés, les vieilles factures sont rappelées et les prix sont ajustés à tout moment. Certains cachent leur prise, d'autres cèdent avant de perdre la vente. Les visages changent, la glace s'use prématurément et les mouvements s'accélèrent
comme si la hâte était le seul moyen de suivre le rythme. Astucez, pesez en silence. Chaque fois que quelqu'un lance son filet et revient avec un seau plein, l'inquiétude ne s'arrête pas à la prise. Une course s'engage pour que le chiffre affiché sur la balance soit suffisamment élevé pour compenser l'effort fourni. Car chez Migingo, la valeur se mesure au poids, et ce chiffre peut être modifié par de petits gestes que beaucoup maîtrisent sans mots ni explication. Avant de placer le poisson sur la balance, certains l'aspergent d'eau ou l'immergent rapidement pour que l'excédent reste sur la peau, ce qui leur permet d'ajouter quelques grammes sans éveiller les soupçons. D'autres placent des pierres emballées, de lourds paquets sous la glace ou dissimulent des restes parmi les meilleurs filets. Si l'acheteur ne regarde pas attentivement ou est pressé, tout continue sans interruption. Ceux qui manipulent ce type de tromperie savent mieux quand utiliser leur propre balance, quelle quantité afficher et avec qui tenter l'expérience. Car si l'affaire est urgente et que le client ne demande pas d'avis, le chiffre final augmente sans mensonge. C'est fait en silence. C'est collecté. Et tout le monde reprend son cours normal, comme si de rien n'était. Parfois, les filets sont disposés de manière stratégique. Les morceaux les plus brillants, de la meilleure taille et sans défaut, sont placés sur le dessus, tandis que les morceaux abîmés, mous ou coupés, visiblement coupés, sont placés en dessous. Si l'acheteur ne regarde que la couche supérieure, il accepte sans se plaindre. D'autres recouvrent un vieux chargement de glace neuve pour simuler la fraîcheur. Tout cela fonctionne si l'autre partie n'insiste pas pour vérifier chaque couche. Ceux qui ont déjà bénéficié de prêts sont contraints de livrer leur prise au même intermédiaire pendant des semaines. Chaque vente est déduite de l'avance reçue, mais ces déductions ne s'arrêtent pas, car une dette supplémentaire apparaît toujours. Un morceau cassé, un bateau emprunté, une ancienne faveur. Cette chaîne maintient beaucoup de pêcheurs dans des accords qu'ils n'ont pas choisis, mais qu'ils ne peuvent rompre sans perdre leur seul canal de vente garanti. Les jours de mauvaise pêche, ceux qui parviennent à revenir avec quelque chose se heurtent à des acheteurs qui baissent le prix sous prétexte d'excuses ou envoient des tiers proposés moins cher. Et si quelqu'un ose facturer plus cher, il est exclu du groupe bénéficiant d'un traitement préférentiel, laissé en attente, ou tout simplement refusé le lendemain. Ainsi, un plafond silencieux est imposé que chacun apprend à respecter pour ne pas être laissé de côté. Au lieu d'accepter la balance du vendeur, certains acheteurs exigent d'utiliser la leur, avec ses propres règles et conditions que personne ne remet en question. Parfois, ils prétendent que le conteneur est défectueux, que le poisson est trop mouillé, ou que le chargement ne répond pas aux exigences. Et si quelqu'un conteste, ils perdent du temps, une place, et sont exclus de la transaction suivante. Sur l'île, la moindre rumeur peut ruiner les efforts de plusieurs jours. Qu'un pêcheur ait gonflé le poids, mélangé du poisson abîmé ou tenté de tromper un acheteur, peu importe que ce soit vrai ou non. Si le commentaire se répète, les clients s'en vont, leurs collègues les excluent des sorties et les prêteurs cessent de les soutenir. Ici, aucune enquête n'est menée. Les gens agissent en fonction de ce qu'ils entendent. De l'autre côté, les acheteurs adaptent également leurs méthodes. Certains mélangent les vieux chargements avec les nouveaux, distribuent des factures déchirées, prétendent que le poisson sent mauvais juste pour réduire le prix ou se plaignent de la taille pour obtenir une réduction. Si quelqu'un exige plus que ce qu'il devrait, il perd ce lien. C'est pourquoi beaucoup acceptent des conditions difficiles pour ne pas perdre la seule porte de sortie qui garantit un revenu immédiat. Les plus expérimentés savent décrypter chaque mouvement. Ils font la différence entre une erreur et une tentative délibérée et préfèrent des relations durables, même si elles rapportent moins, à changer d'acheteur chaque semaine et courir le risque d'être mis à l'écart au moment même où la pêche est à son apogée. Cette stabilité, bien que limitée, garantit la continuité dans un environnement sans répit. Chaque transaction tourne autour d'un chiffre. Un léger changement de poids peut bouleverser l'ambiance, faire échouer une négociation ou déclencher un conflit qui s'étend à d'autres transactions. C'est pourquoi ceux qui sont là depuis un certain temps savent comment remplir le seau, quel type de glace utiliser, comment placer les filets et quand céder à une demande.
Car chez Migingo, tout se voit, tout se dit et tout se souvient, sans que personne n'ait à l'écrire. La glace qui décide du vainqueur. À Migingo, le retour d'un bateau chargé de poissons frais ne marque pas la fin du travail, mais plutôt le début d'une course silencieuse pour s'emparer du bloc qui maintient la valeur de la cargaison. En effet, chaque morceau de glace arrivant du continent a le pouvoir de déterminer si un lot sera vendu entier, divisé ou décoloré sans acheteur avant le coucher du soleil. Personne ne produit de glace sur l'île. Les blocs traversent donc le lac enveloppés dans des sacs humides, empilés sur des bâches usées qui les protègent à peine de la chaleur. Ils arrivent à moitié fendus par le mouvement du voyage, portés par des hommes qui ne demandent rien, n'expliquent rien, se contentent de décharger, de couper à coups de machettes tordues et de livrer selon des accords tacites que chacun comprend d'un simple coup d'œil. Le distributeur n'annonce pas de liste et n'inscrit pas de nom. Il regarde qui approche, se souvient de qui a payé à temps la dernière fois, de qui a livré une partie de son lot sans problème et de qui a causé un problème dans la file d'attente les jours précédents. Grâce à ce résumé mental, il décide à qui donner en premier, à qui laisser attendre et à qui ignorer complètement, sans un mot. Le bloc entier est divisé en morceaux à peine suffisants pour remplir une charge. Chaque partie doit être utilisée rapidement, placée sur le poisson sans perdre de temps, vendue tant qu'elle est encore utile, choisissant entre attendre l'acheteur idéal ou partager le produit avec qui que ce soit, le tout pendant que la glace fond sous la chaleur et que ses doigts s'enfoncent dans la chair moelleuse. Ceux qui parviennent à se procurer un bon morceau gagnent du temps, de la marge de manœuvre, le pouvoir de choisir à qui livrer la marchandise et la possibilité de prêter une partie de leur stock à quelqu'un d'autre, non par générosité, mais pour créer une dette qui sera ensuite remboursée par de l'aide, des faveurs, une protection ou quelque chose d'utile au moment opportun. Chez Migingo, chaque geste a un prix, même le silence. Les yeux que personne n'ignore. À Migingo, il y a toujours des personnages qui ne coupent pas le poisson, ne transportent pas de glace, ne réparent pas les filets et ne manipulent pas d'argent, mais se tiennent fermement sur le bord, assis sur des bancs de travers, adossés aux murs rouillés ou accoudés au bateau, regardant la journée s'écouler, de l'arrivée du premier bateau jusqu'à l'extinction de la dernière lampe, sans beaucoup parler, sans donner d'ordre, mais sachant tout ce qui se passe parce qu'ils sont là depuis trop longtemps. Personne ne leur demande de travailler, personne n'exige leur participation, et pourtant, chaque geste, chaque discussion, chaque échange qui se déroule sous leurs yeux est gravé dans une mémoire qui se passe de notes. Car ils se souviennent de qui a sauté la ligne, qui a vendu moins sans prévenir les autres, qui a reçu un morceau de glace sans l'avoir mérité, qui est arrivé avec un nouveau filet sans avoir participé à la précédente partie de pêche. Et cette observation constante devient une forme de contrôle qui se passe d'explication. Ils se positionnent toujours en marge, dans des coins où ils ne gênent pas, mais d'où ils peuvent observer sans interruption tout le mouvement des filets, des colis, des acheteurs et des déménageurs. Et même si personne ne les salue, ils savent tous quand hausser le ton, quand ajuster leur attitude, ou quand changer de ton si l'un d'eux tourne la tête ou fixe son regard sur une scène qui semblait passer inaperçue. Les nouveaux venus ne comprennent pas leur rôle au premier abord. Ils les voient comme des personnages passifs, comme des vieillards sans rôle. Mais au fil des jours, ils remarquent que les conversations baissent d'intensité en leur présence, que les affaires sont suspendues s'ils ne regardent pas, et que certaines décisions ne sont prises que lorsque l'un d'eux hoche la tête, croise les bras ou s'installe à sa place comme pour donner son accord sans un mot. Il n'y a pas de hiérarchie entre eux, ils ne s'organisent pas et ne répartissent pas les tâches, mais fonctionnent comme un réseau unique de présence constante, une structure invisible qui ne s'impose pas par la force, mais avec la certitude que l'observation et la mémoire suffisent à maintenir l'ordre dans un lieu où presque tout évolue en dehors de toute règle écrite. Quiconque tente de sortir des codes le remarque rapidement,
car il peut cacher du poisson, ajuster l'équilibre ou négocier en dehors du circuit. Mais le lendemain, il se retrouve avec moins d'accès, moins d'attention, moins d'acheteurs, moins de cartes de travail. Et il comprend que ce qui s'est passé sous leurs yeux inexpressifs a des conséquences qui s'appliquent silencieusement. On ne les voit pas commander quoi que ce soit, mais lorsqu'une décision doit être prise, chacun regarde de son côté, attendant un geste qui indique s'il faut avancer, s'il faut céder, s'il faut se taire. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Leur approbation n'est pas recherchée, mais leur présence suffit à conclure ou à ouvrir des affaires sans conflit. Car ceux qui risquent de les ignorer se heurtent à des obstacles que personne n'explique. À Migingo, le contrôle n'est pas imposé, c'est dans l'air. Tout est consigné par des regards que personne ne dirige, mais que tous respectent. Et bien qu'il n'y ait pas de règles écrites, personne ne doute que l'île fonctionne. Le plus étrange, c'est qu'elle fonctionne.